Le balado numéro 1 de la diversité reçoit les 5 ténors des partis fédéraux. Une émission spéciale. Faites votre choix. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mobélius. Bonjour, je suis Mobélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce spécial élection fédérale 2021, alors Coconut Podcast a le plaisir, oui, messieurs, dames, et surtout l'honneur de recevoir une grande personnalité, un ténor, oui, au niveau fédéral. Il est connu de tous à travers le Québec. C'est avec honneur et respect que nous recevons dans un premier temps. Oui, il est député de la circonscription fédérale de Belleuil-Chambly, mais il est surtout, oui, messieurs, dames, le chef du Bloc québécois. Alors, messieurs, dames, accueillons, sans ne plus tarder, Monsieur Yves-François Blanchet. Bonjour. Bonjour. Quelle présentation? Ben, écoutez, pour une si grande personnalité que la vôtre, également, on sait que vous avez déjà été dans l'événementiel. Alors, une introduction pour une vedette de votre trempe, écoutez, elle est très peu. Monsieur Blanchet. C'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie. Écoutez, Monsieur Blanchet, merci d'être avec nous aujourd'hui. On sait que votre temps est compté, mais vous avez pris ces quelques 10 minutes pour être avec nous. On va commencer très rapidement. La première question qu'on pose quand même à nos invités, comment ça va, Monsieur Blanchet? Ça va particulièrement bien. Bon, on est à 4 jours de la fin de la campagne. Il y a quand même un peu de fatigue qui s'est accumulée. Mais ça va très bien, c'est agréable, c'est très excitant, c'est très stimulant, une campagne électorale. Quand la fatigue embarque, je me dis que quand ça va être fini, je vais regretter que ce soit fini, donc je suis mieux d'en profiter pendant que ça passe. Bon, écoutez, vous êtes un homme de terrain. On sent que vous êtes comme un poisson dans l'eau lorsque vous faites campagne. Alors, ça, c'est intéressant. Très rapidement, Monsieur Blanchet, on sait, lors d'une campagne de la sorte, la famille est hyper importante, être à nos côtés, nous supporter. On aimerait que vous nous disiez comment se porte Madame Désiel, entre autres, et votre fille Catherine, qui a même certaines aspirations politiques, là, qui veut suivre son papa, ça a de l'air. On vous écoute? Malheureusement, une campagne électorale ne permet pas d'avoir autant de contact avec la famille immédiate qu'on pourrait le souhaiter parce qu'on sait que c'est très intense, c'est 5 semaines, il ne faut pas le diluer, il faut le vivre de façon extrêmement concentrée. Ma conjointe va faire les 4 prochaines journées de campagne avec moi. Oui. Elle est venue à plusieurs reprises déjà. Des fois, les enfants apparaissent, mais bon, c'est des jeunes adultes avec des vies très, très occupées. Donc, c'est souvent par d'autres canaux, par Messenger, par des contacts quotidiens qu'on garde cette proximité avec la famille. Mais la campagne électorale d'un chef qui fait le tour de l'ensemble du territoire se prête un peu moins à ça. Superbe, superbe. Et avant de terminer, on se doit quand même de nous enquérir. Les Bédard, les Blanchet, est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette aventure qui est la vôtre très rapidement? Alors, la famille de papa, la famille de... Oui. Je ne crois pas que, d'abord parce que des Bédard et des Blanchet, au Québec, il y en a énormément. Je suis convaincu qu'ils ont différentes opinions politiques qui ne sont pas alignées sur une seule formation politique. Bien sûr, chez les familles et les gens francophones au Québec, les appuis au Bloc québécois sont très, 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 très importants. Mais donc, je présume que les Blanchet et Bédard sont dans le même profil que la population francophone en général.
Super, très belle réponse, Monsieur Blanchet. Écoutez, on rentre dans le vif du sujet, le plat principal. Écoutez, le premier volet que nous allons aborder avec vous, l'environnement. On sait que nous vivons une urgence climatique actuellement. Nous avons également de nombreux défis au niveau du Québec, ne serait-ce que dans une région qui vous est si chère, le centre du Québec, Chaudière-Appalaches à côté, Thetford Mines, réhabiliter nos mines, hein, les sites miniers, entre autres. Donc, il y a plusieurs défis au Québec, entre autres la transition énergétique également. Que propose le Bloc québécois afin d'aider la population canadienne, mais surtout québécoise, à pouvoir faire face à cette urgence climatique? On vous écoute, M. Blanchet. Dans le premier temps, d'abord avoir une vraie loi sur le climat qui va obliger le gouvernement à adopter des cibles contraignantes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. De ça, je pense qu'il faut qu'on mette un plafond à la production et à l'exportation de pétrole. On arrête ça aussi, puis progressivement, il faudra descendre. De toute façon, c'est inévitable. Ça veut dire d'investir l'argent ailleurs. Ce que le Bloc québécois propose, c'est que l'argent des Québécois ou la part québécoise de l'argent du fédéral qui va dans le pétrole soit au contraire investi dans un modèle économique au Québec, beaucoup plus approprié d'abord pour la planète en général, pour des raisons environnementales, mais à qui nous sommes? C'est l'exploitation de nos ressources naturelles transformées au Québec, deuxième, troisième transformation, avec notre énergie propre, nos centres de recherche, notre ingénierie, notre entrepreneuriat, créer plus de richesses de façon beaucoup plus écologique en utilisant un modèle québécois pour le faire. Monsieur le Premier ministre François Legault, dernièrement, nous a annoncé que lui, tout forage pétrolier, entre autres gaz de schiste, lui, il allait y mettre fin sur le territoire québécois. Votre réaction là-dessus, monsieur le député? C'est une excellente nouvelle. Il y a plusieurs années, après avoir été familier avec le dossier pas mal, là, il y a plusieurs années que je pense que c'est la chose à faire. Et ça risque de définir un consensus très, très large, très solide au Québec autour de la sortie du pétrole ou des énergies fossiles. On pense, nous, que c'est urgent. Donc, on ne peut bien sûr que saluer la volonté de Québec à cet égard-là, qui est probablement celle de pas mal toute l'Assemblée nationale du Québec. Et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ils se doivent de se rappeler que vous avez, vous nous corrigez, mais déjà été ministre de l'Environnement. En effet. Exactement, au niveau provincial. Donc, vous connaissez le dossier très bien. Et pour terminer, avec ce regard québécois, le fait que le gouvernement de M. Trudeau se soit porté acquéreur de cet oléoduc Trans Mountain, aujourd'hui, on se retrouve un peu pogné avec. Vous, votre lecture, est-ce que le gouvernement devrait s'en départir et le refiler au privé tout bon acquéreur qui aimerait s'en porter, voilà, acquéreur. Ouais. Il est probable qu'il n'y aura personne qui voudra se porter acquéreur de Trans Mountain, ce qui ne justifie pas de le compléter. Ça reste de l'argent perdu et de l'argent qui pourrait être investi ailleurs. Ailleurs, pour moi, c'est en Alberta quand même, parce qu'il va falloir aider financièrement l'Alberta à entreprendre sa propre transition écologique, sa propre transition énergétique. Incroyable. Écoutez, au début de la campagne, on disait que vous étiez un batailleur, quelqu'un qui, par moment, pouvait en laisser certains coups, mais pourtant, vous avez quand même ce grand cœur, parce que vous nous défendez en tant que Québécoises et Québécois, mais vous pensez à l'ensemble des humains, des Canadiennes et Canadiens, par les propos que vous venez de tenir, qu'on se doit d'accompagner les citoyennes et citoyens de l'Alberta. Ça, c'est tout à votre honneur, monsieur le député. Alors, en fait, c'est planétaire comme enjeu. Aider l'Alberta n'est pas un enjeu local. Les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, les enjeux sur les événements météo extrêmes, sur les migrations climatiques, tout ça est vécu à l'échelle planétaire. Si on peut aider, quelque chose qui est relativement proche et qui est reconnu comme étant peut-être l'affaire ou une des quelques affaires les plus toxiques sur la planète, je pense qu'on a le devoir de faire. Superbe. Écoutez, on vient de couvrir le premier volet avec un expert en la matière, déjà été ministre de l'Environnement, aujourd'hui chef du Bloc québécois. La seconde thématique, la relance
post-COVID. Monsieur Blanchet, au niveau du Québec, on l'a pas eu nécessairement facile. Au niveau des PME qui sont en pénurie de main-d'œuvre, on a vu que le gouvernement fédéral, lui, a proposé en temps de pandémie la PCU, PCRE par la suite. Que propose le Bloc québécois pour cette relance post-COVID? On vous écoute. Vous, quand même, qui laissiez savoir dans les grands médias dernièrement, le lendemain des élections, vous êtes prêt à rencontrer les chefs des autres partis au niveau fédéral afin de trouver certaines solutions. On vous écoute en ce qui a trait à la relance post-COVID, M. Blanchet. La pénurie de main-d'œuvre a plusieurs solutions possibles. C'est sûr que On ne vous entend pas? Oh. La PCRE est un programme qui devait aider les gens qui ne pouvaient pas exercer leur métier, avoir leur emploi pendant la pandémie. À partir du moment où il n'y a plus personne, ou presque, qui ne peut pas exercer son métier, le programme est rendu désuet. Et il a l'effet contraire de retenir à l'extérieur du marché du travail des gens qui autrement pourraient retourner au travail. C'est un des éléments. Autre élément, c'est bien sûr d'accélérer et faciliter l'immigration, en particulier l'immigration francophone. Un des exemples, même si ce n'est pas directement des travailleurs, c'est 80% des demandeurs de visa pour venir étudier au Québec présentement dans les francophones africains, 80% sont refusés par le gouvernement fédéral. Donc, c'est assez terrible comme situation, plus la lourdeur dans le processus d'immigration, la complexité pour les travailleurs étrangers temporaires qui viennent sur le territoire. C'est long, c'est coûteux pour les entreprises. Et aussi, bien sûr, avoir 65 ans aujourd'hui, avoir 65 ans il y a 40 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup de nouveaux retraités qui sont intéressés à rester sur le marché du travail. Il faut que ça vaille la peine, bien sûr. Donc, des incitatifs fiscaux à cet égard-là pourraient aussi être un paramètre important. Même chose peut-être pour les bénévoles, d'ailleurs. Super. Vous avez parlé d'une solution qui est possible du côté de l'immigration francophone. Très intéressant. L'Afrique de l'Ouest, entre autres. Mais au Québec, nous avions ce ministre de l'immigration, aujourd'hui procureur général au Québec, Monsieur Jolin Barrette, qui, lui, au début du mandat caquiste, avait plutôt parlé qu'il fallait légèrement abaisser le seuil d'immigration, donc les immigrants reçus au Québec. Donc, il y avait une baisse de 5 à 10 000 à peu près. Aujourd'hui, on est confronté à cette pandémie. Allez-vous pousser auprès du gouvernement québécois afin qu'il revoie un peu sa politique, malgré que je sais qu'ils sont en train de plancher là-dessus, mais on vous écoute très rapidement. Le gouvernement québécois a rehaussé les objectifs d'accueil d'immigrants déjà, donc, et ça relève de Québec. Moi, je me mêle pas de dire à Québec quoi faire et quoi pas faire. Ça relève de Québec. Je suis convaincu qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour le Québec, mais ils étaient déjà dans une perspective de ne pas rester à des seuils très bas. Superbe. Et dans cette relance post-COVID, il y a cette possibilité qu'il y ait plus de députés élus au niveau du Parti conservateur et que les partis restants aient presque une balance du pouvoir et même peuvent aider un parti ou un autre à former le gouvernement. Vous, on vous a déjà entendu parler là-dessus. À quelques jours des élections, on sait que le Bloc québécois le vent dans les voiles au niveau du Québec. On va en parler à la toute fin très rapidement. Un gouvernement de coalition, M. Blanchet, oui. Le Bloc québécois ne participera pas à un gouvernement de coalition. Le Bloc québécois est un parti souverainiste, donc on n'a pas l'aspiration de participer à un gouvernement de coalition. Ce n'est pas tellement dans les mœurs de la démocratie canadienne, même si légalement ça pourrait en effet se faire. Le Bloc québécois est en faveur de ce qui est bon pour le Québec, s'oppose à ce qui est mauvais pour le Québec et en général, on réussit à faire améliorer les choses avant de les faire adopter, ce qui est une contribution à ce qui, en effet, est bon pour le Québec. C'est ça notre approche, mais il n'y a pas de désir de participer à un gouvernement de coalition du côté du Bloc québécois. Excellent. Sachant tout de même que depuis quelques élections, hormis celle de 2011, mais vous me corrigerez là, on n'a pas connu nécessairement énormément de gouvernements majoritaires. Est-ce qu'on peut peut-être en venir à avoir un genre de système qui s'apparenterait à ce qu'on retrouve en Israël, des gouvernements de coalition? Est-ce que vous devriez y penser si on retourne en élection dans 1 an et demi? C'est pas dans les planches pour l'instant. On a déjà un système qui fait en sorte qu'on peut fonctionner même dans un contexte de gouvernement minoritaire.
Donc, ce n'est pas un enjeu de fonctionnement de l'État. L'État peut très bien fonctionner dans le système actuel. Je suis très confiant qu'on va continuer à faire ça maintenant. Est-ce que ça reflète un morcellement des idéologies au pays? C'est tout à fait possible et la démocratie doit en être le reflet. Très rapidement, le troisième point, Monsieur Blanchet, l'avant-dernier, le logement abordable. Nous vivons une crise du prix du logement à Montréal. Aux îles de la Madeleine, il y a carrément une crise du logement. Coconut Podcast y était cet été. Et dans différentes régions, même dans le centre du Québec également, dans la capitale nationale, il y a une difficulté pour les citoyennes et citoyens québécois et québécois de se loger. Et même pour les plus jeunes, il a peur que le rêve de l'accès à la propriété, c'est quelque chose là qu'on doit mettre de côté pour les 40 ans et moins. Là. Au niveau du Bloc québécois, toujours été là pour défendre les Québécoises et Québécois. Qu'allez-vous proposer, pousser pour qu'on puisse au moins se loger décemment et surtout pour ceux qui peuvent s'acheter une maison? On vous écoute très rapidement. Plusieurs enjeux différents. D'abord, le logement social n'est évidemment pas un mode d'accès à la propriété, c'est forcément pour la location. Des gens qui sont davantage en difficulté, on soutient massivement le logement social. Un peu moins le principe du logement abordable parce qu'essentiellement, ça reste une subvention aux propriétaires qui peut soutenir son propre parc immobilier. C'est moins progressiste un peu comme approche. Pour ce qui est de l'accès à la propriété, ça reste extrêmement important. Le problème présentement qui nuit à l'accès à la propriété, c'est l'augmentation dramatique du coût des maisons qui, d'une part, rend l'achat complexe et d'autre part, fait que des gens qui achètent des maisons peut-être un peu au-dessus de leurs moyens et s'il y avait une augmentation du taux d'intérêt, ça deviendrait une menace sérieuse sur la capacité des gens à faire leur mensualité. Superbe! Wow! À force de faire campagne, M. Blanchet, vous êtes impeccable dans vos réponses, concis. Ouais, intéressant. Et pour terminer, c'est Coconut Podcast qui vous le dit. On a rencontré M. Lemire, qui est député Rouyn-Noranda, je pense bien, en Abitibi. Oui, Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue. Tout un député, on sent que le chef... Il y a de bons apprentis, si on peut dire comme ça, avec lui. Pour terminer, M. Blanchet, la souveraineté. On sent que le projet souverainiste, indépendantiste est en train de gagner un peu là, du terrain, est en train d'amener de nouveaux adeptes, si on veut. Mais surtout, ce qui est intéressant pour Coconut Podcast, c'est de voir que dans l'équipe que vous avez composée pour les élections de 2021, entre autres, plusieurs ont adhéré. Plusieurs gens issus des communautés culturelles ont adhéré au projet du Bloc québécois qui est de faire du Québec un pays. Vous, le fait d'avoir pu amener certains gens issus des communautés culturelles qui, par moments, n'étaient pas nécessairement friands au projet indépendantiste de faire du Québec un pays, de voir que vous avez pu en convaincre, si vous me permettez l'expression, une trollée. En êtes-vous fier? Et aujourd'hui, de voir que on sent qu'aux prochaines élections, vous allez sûrement faire plus que 8 députés additionnels. Là. On vous écoute rapidement. Là. Je ne sais pas comment je vais avoir de députés à la prochaine élection. Ça appartient vraiment aux électeurs. On n'est pas pessimiste. Ça se passe quand même bien. Il y a toujours eu des gens issus des minorités qui ont adhéré au projet souverainiste. Mais pour moi, la réponse à ça, elle est assez simple. N'importe qui veut être québécois est québécois. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas de distinction politique entre tous les Québécois, quelle qu'en soit l'origine. Vos affiches sont intéressantes également. On voit sur les affiches québécoises, on peut voir une madame noire, une madame blanche, une madame d'origine asiatique ou autre. Et avec ce terme québécoise, québécois, on sent l'interculturalité. C'est intéressant, ça. En fait, c'est que justement, je ne veux pas, que ce soit distinctif dans le sens où n'importe qui veut être québécois l'est. Et ces gens-là peuvent autant adhérer à l'idée de souveraineté que n'importe qui d'autre et en être d'excellents porteurs. Traditionnellement, c'est plus difficile auprès des gens issus d'immigration parce qu'ils sont l'objet de sollicitations par des adversaires de l'idée à laquelle ils sont parfois plus sensibles. Mais rien n'est irréversible.
Et en terminant, vous avez pris le Bloc québécois, il était en quelque sorte moins fort que ce que nous avions déjà connu avec l'opposition officielle à Ottawa à une certaine époque, sous M. Bouchard, il me semble. Le fait d'avoir ramené le Bloc québécois au devant de la scène fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs pensent à voter pour le Bloc québécois. Êtes-vous fier du travail que vous avez accompli? C'était notre dernière question, M. Blanchet. Ben, c'est pas le travail que j'ai accompli seul. Peut-être que je suis plus visible que d'autres. C'est le travail d'une équipe qui est restée très déterminée dans l'adversité. C'est le travail des députés qui ont gardé le fort pendant que c'était plus difficile. Et celui de tout le groupe de nouveaux députés, souvent des jeunes issus de leur propre milieu, très diversifiés, qui sont devenus le nouveau visage du Bloc québécois. Et c'est à tout ça qu'on doit le succès du Bloc québécois, plus à une approche plus positive, moins dénonciatrice, plus de propositions. Les gens ont adhéré à ça. Et à long terme, ça pourrait ramener de grandes questions pour le Québec de façon positive. Incroyable, Monsieur Blanchet, toute une entrevue. Écoutez, les 15 dernières secondes sont les vôtres. Vous vous adressez à vos commettantes et commettants de Belleuil-Chambly, ainsi qu'aux Québécoises et Québécois, et vos remerciements. On vous écoute. Ben, c'est toujours un plaisir de prendre toutes les tribunes, toutes les occasions pour aller expliquer, moins dans la confrontation, plus dans la durée, plus calmement, plus posément, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on veut que les Québécois comprennent de l'offre politique qui est le Bloc québécois. Je vous remercie infiniment pour cette occasion-là. Écoutez, Monsieur Blanchet, Coconut Podcast a eu cette opportunité de faire le tour de la nation québécoise, oui. Alors, nous nous sommes rendus sur la côte nord et en Innu, les Inuits nous disent « Chinash Kumitin ». Par la suite, nos frères et sœurs algonquins, oui, par chez Monsieur Lemire, ils nous disent « Miigwech ». Par la suite, on s'est rendu dans le centre du Québec, pas trop loin de chez vous, d'où vous êtes né, Drummondville. On a été voir la communauté à Odanak. Et là, on a appris en Abénaki, Oleone. Par la suite, M. Blanchet, on a pris nos chouclacs, on s'est rendu aux îles de la Madeleine. On retrouvait les Mi'kmaq en territoire Mi'kmaq. Eux, ils nous disent Wellalin. On s'est rendu chez les Hurons-Wendat. Eux, ils nous disent en Wendat, Teawek. Puis, dans la région de Montréal, ben, ils nous disent Niawen. Moi, je suis d'origine haïtienne, québécois, hein, un bon sirop d'érable à base de canne à sucre. Eh bien, on enlève le R et on dit merci, merci, merci. On vous souhaite une magnifique campagne. Franchement, vous êtes un bon, là. On lâche pas. Merci beaucoup. Et surtout, merci à votre équipe. Madame Riopel, on lui dit un grand merci pour tout ce qu'elle a pu arranger avec Coconut Podcast. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec le chef du Bloc québécois, également député de la circonscription fédérale de Belleuil-Chambly. Je vous invite à le suivre sur Twitter, comme j'aime bien le dire. On vous dit un grand merci de nous avoir suivis dans le cadre de ces grandes entrevues portant sur les élections fédérales 2021. Alors, on se revoit pour une prochaine série sur les ondes de Coconut Podcast. On se dit à la prochaine. Comme j'aime bien vous le dire, Niawen, merci, au revoir!